Guillaume Sarkozy, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau, ici, en plein 9e arrondissement. Bon, c'est une émission qui s'appelle le bureau du PDG. En l'occurrence, vous n'êtes pas PDG, vous êtes délégué général. Qu'est-ce que ça change? Nous sommes une institution un peu particulière, puisque nous sommes un groupe de protection sociale gouverné par des partenaires sociaux, c'est-à-dire patronat et syndicats, qui ont créé plusieurs institutions et qui m'ont délégué les pouvoirs pour gérer le groupe. Donc je suis délégué général, je suis un salarié et je dirige le groupe avec un statut de salarié, mais ayant des pouvoirs de direction. Alors si vous le voulez bien, on va commencer par l'histoire de ce groupe, Malakoff Médéric. C'est né quand et comment? Malakoff et Médéric sont nés au début du siècle d'institutions qui portaient des noms différents. Nous sommes les héritiers de la France du 19e siècle, la France des entreprises qui voulaient créer des institutions sociales. Alors, Malakoff a été créé boulevard Malakoff, Médéric a été créé rue Médéric. C'est pour ça que vous portez ce nom. C'est pour ça qu'on porte ces noms. Et en 2008, après de longues fiançailles, nous avons réussi à convaincre tout le monde de faire une fusion. Et donc, nous avons créé un groupe qui a une taille significative, qui rend des services importants, qui s'appelle Malakoff Médéric. Et en termes de chiffres, ça représente quoi? De volume d'affaires, nous avons deux métiers qui sont bien différents. Dans un des métiers, nous sommes les défenseurs de la retraite complémentaire. À Agirc et Arco, nous représentons 20% de cette retraite. Ça veut dire que nous prélevons des cotisations. C'est des montants colossaux? Combien ça fait? Nous prélevons une dizaine de milliards d'euros par an sur des entreprises et nous reversons une somme un peu supérieure tous les ans à 3 millions de retraités. C'est donc tout à fait considérable. Nous avons 3 millions de retraités, je vous l'ai dit, et 3 millions de salariés cotisants. C'est donc de très grand nombre. Et dans ce métier, nous sommes délégataires de services d'intérêt général. Et puis nous avons un deuxième métier, où nous sommes assureurs, santé, prévoyance et épargne retraite. Et nous sommes donc là en concurrence, c'est un métier concurrentiel. Et nous avons un chiffre d'affaires de l'ordre qui est même de 3 milliards 400 millions d'euros, avec la chance tout à fait impressionnante, à mes yeux, d'avoir 3 milliards 5 d'euros de capitaux propres. Alors on appelle ça chez nous des réserves. Enfin, une entreprise dirait des capitaux propres. Ouais. Combien d'employés au total? 6 000 collaborateurs dans le groupe. Ce sont des salariés également 6 000 salariés. Nous sommes un groupe de protection sociale. Ça veut dire que nous sommes non lucratifs au service de l'intérêt général, avec une mission qui est aussi concurrentielle. C'est ça qui fait l'originalité du fonctionnement du groupe. Vous marchez sur deux pieds, deux jambes. Nous avons deux jambes au service de l'intérêt de nos clients et de nos... Alors on dit clients, on dit participants ou adhérents. C'est le code, mais en réalité, ce sont des clients. Oui. Si on essaye de comprendre votre business, alors on ne peut pas parler stricto sensu de business, hein, puisque vous avez une activité à but non lucratif. Pour autant, il faut vivre, il faut gagner de l'argent, il faut payer tous ses collaborateurs. Le parallèle avec le business, comme vous dites, n'est pas faux. Alors, il n'est pas faux. Nous avons une activité concurrentielle dans laquelle nous devons effectivement dégager des excédents. Les puristes disent des excédents, on peut dire des bénéfices ou des profits. Et puis dans l'activité qui n'est pas concurrentielle de services d'intérêt général, nous devons être productifs. Donc voici. Mais vous êtes obligé d'être rentable ou vous pourriez finalement ne pas l'être? C'est majeur que nous soyons rentables, c'est existentiel. Pourquoi? Pour développer nos opérations d'assurance, nous avons besoin tous les ans d'augmenter les réserves afin de sécuriser ces opérations d'assurance. C'est la réglementation qui nous y oblige. Donc c'est ça que vous faites des profits. Tous les ans, on doit augmenter ces réserves. Comment est-ce qu'on va les augmenter? Personne ne peut nous apporter d'argent. Nous ne pouvons pas faire d'augmentation de capital. Donc c'est simplement par notre travail que nous allons devoir gagner les sommes, l'argent, qui va nous permettre de sécuriser pour nos clients les opérations d'assurance. Donc au contraire, nous avons une obligation de rentabilité supérieure même à d'autres métiers. Mais la question après devient, que faisons-nous de ces sommes d'argent? Vous les stockez, donc si je comprends bien, vous les mettez dans le grenier. Tout ce que nous... Dans le grenier, c'est une connotation un peu passive qui ne me plaît pas trop. Qu'est-ce que vous en faites Tous les excédents, tous les profits, comme nous sommes fiscalisés depuis le 1er janvier 2012, on peut parler de profits. Tous ces profits sont réinvestis dans l'entreprise pour faire soit des investissements pour améliorer le fonctionnement, soit des nouveaux produits, soit
pour faire pour l'année prochaine et les années suivantes, des baisses de cotisations ou des limitations d'augmentation de cotisations au profit de nos adhérents. Tout est remis au profit de nos adhérents, une partie étant prise pour de l'action sociale, c'est-à-dire aider les gens en difficulté. Alors justement, puisqu'on est sur ces concepts qui ne diffèrent pas complètement, mais qui ne sont pas exactement ceux d'entreprises à capitaux privés, il faut qu'on s'arrête sur deux mots-clés, paritaire et mutualiste. Paritaire, alors c'est quoi le paritarisme? Paritarisme, ça veut dire que nous sommes gouvernés, mes administrateurs, ma gouvernance, est composée à moitié de personnes qui sont nommées par le patronat. Donc essentiellement par le MEDEF. Et l'autre moitié, qui sont des personnes qui sont nommées par les 5 centrales représentatives au sens de la loi, CGT, CFDT, Force ouvrière, CGC et CFTC. Et ce sont mes administrateurs. Et donc une partie de mon travail est de proposer une vision stratégique à ma gouvernance et de tout faire pour amodier cette stratégie afin qu'elle satisfasse tout le monde. Donc nous avons beaucoup de temps à travailler ensemble. Pour vous donner un exemple, tous les ans, je participe, j'ai 200 réunions avec ma gouvernance, à peu près une par jour. Je participe presque à toutes les réunions pour ce dialogue social qui est essentiel au fonctionnement de l'entreprise. Alors ça, c'est paritaire et mutualiste. Le paritarisme, je vous l'ai défini, et en même temps, ça veut dire que l'entreprise s'auto-appartient. Nous sommes gouvernés par des partenaires sociaux et l'entreprise s'auto-appartient. Mutualisme, ça veut dire que le corps social, l'entreprise, la compagnie d'assurance, appartient à ses assurés. Ce sont deux modes de fonctionnement qui sont atypiques de l'économie de marché, mais qui ont de fonctionnement de type de l'économie de marché au profit de nos adhérents, au profit de nos clients. On va passer maintenant à votre vision stratégique. Est-ce que vous voulez faire de ce groupe, à horizon 3-5 ans, disons, quels sont les territoires de développement pour vous? Bien sûr, nous avons à stabiliser la retraite complémentaire, ça c'est notre mission de service d'intérêt général. Dans la question de l'assurance concurrentielle, notre credo, notre action, c'est d'améliorer la santé de nos adhérents, de nos clients, et de faire en sorte qu'elle soit meilleure en qualité et moins chère en coût. Et ça, nous le faisons, nous allons commencer à le faire à travers l'entreprise territoire de santé. Qu'est-ce que c'est alors l'entreprise territoire de santé? Aujourd'hui, la responsabilité d'un chef d'entreprise est, me semble-t-il, de s'occuper, de garantir, de développer le bien-être de ses salariés. Au niveau médical du terme? Au niveau du bien-être, non, le médical, c'est les médecins qui s'occupent du médical. Le bien-être et la santé ne sont pas forcément médicalisés. Il y a une nuance qui est importante. Et donc, c'est au chef d'entreprise de garantir que les conditions de fonctionnement de son entreprise favorisent le bien-être de ses salariés. Par exemple, ça passe par quoi? Ça en va pour lui par une question de productivité. Alors, ça passe par quoi? Par exemple, nous avons des programmes de lutte contre le stress, nous avons des programmes de prévention dans l'entreprise, nous avons des programmes de dépistage dans lesquels nous dépistons les salariés volontaires, bien entendu, afin de voir s'ils portent des maladies qu'on va chercher à soigner plutôt que s'ils les étaient développées. C'est par exemple leur proposer des réseaux de soins que nous constituons de manière à ce qu'ils achètent leurs lunettes moins chères. Et donc nos clients peuvent acheter leurs lunettes beaucoup moins chères avec un reste à charge qui est très inférieur à ce qu'il est par ailleurs. Vous parlez aussi du besoin de marques d'intermédiation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept et pourquoi est-ce que vous croyez à l'intermédiation dans un monde de plus en plus désintermédié? Et oui, mais la médecine en France est une médecine libérale qui est tout à fait remarquable avec le médecin qui est rémunéré à l'acte et ce médecin est responsable des conseils ou des ordonnances qu'il va vous donner. Personne aujourd'hui n'est véritablement responsable de l'organisation des soins. Et donc, il nous semble que nous pouvons proposer à nos clients de les aider dans cette organisation des soins et dans cette négociation avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de soins afin d'améliorer la qualité et les prix. C'est grosso modo l'idée que nous sommes en train de construire et qui relève beaucoup d'intérêt de la part de nos clients. Toutes les entreprises sont obligées d'innover par les temps qui courent en permanence. C'est une course à l'innovation, c'est le moyen de trouver de la croissance. Comment est-ce que vous voyez l'innovation dans votre métier? Tous les jours, nous avons des produits nouveaux qui sortent. Nous avons notre gouvernance, ma gouvernance, nous a autorisé à investir des sommes tout à fait importantes
puisque aujourd'hui nous investissons plus de 50 millions d'euros par an, c'est donc énorme pour nous, dans la rénovation, dans la construction d'un système d'information moderne qui nous permettra de nous adapter à l'évolution de ce qu'on pense peut-être la protection sociale dans les années qui viennent et aux besoins de nos clients. Donc ça passe beaucoup par les nouvelles technologies. Nouvelles technologies, innovation. Nous pouvons, par exemple, si vous êtes client chez nous, j'espère que vous l'êtes, vous pouvez connaître vos remboursements sur Internet à travers votre iPhone ou votre BlackBerry. Vous pouvez savoir quelles sont vos garanties en consultant nos sites Internet, tout ça en euros. Enfin, nous sommes obsédés par l'innovation, obsédés par... ici, l'innovation, c'est le leitmotiv de tous les jours. Alors, dernière partie de cette émission qui est un peu plus personnelle concernant votre management. On va commencer par une question qu'on doit vous poser souvent. Sarkozy, votre patronyme, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient dans la vie professionnelle? Dans la vie, Sarkozy, c'est. Je m'appelle Guillaume Sarkozy. Cela fait 60 ans que je m'appelle Guillaume Sarkozy et tout va bien. Il se trouve que j'ai un frère qui est président de la République depuis 5 ans. Ouais. Il n'a pas toujours été président de la République. Il est depuis 5 ans. Je suis très content pour notre famille. C'est un honneur très important pour lui. Vous étiez à la tête de Malakoff Médéric avant ou après son arrivée? Non. Je suis arrivé plus d'1 an avant qu'il devienne président de la République. Et je vous rassure, il n'a joué strictement aucun rôle. Parce que nos activités sont absolument parallèles. Et nous faisons, lui et moi d'ailleurs, un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas de point de rencontre. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de difficultés. Et alors, comment vous êtes arrivé à ce poste de responsabilité finalement? Comment est-ce que vous avez été recruté après un parcours sur lequel on va revenir, mais qui ne vous prédestinait pas forcément à prendre la responsabilité de Malakoff Médéric? Si, bien sûr, j'étais prédestiné, sinon je n'aurais pas été là dans ce parcours, car pendant 20 ans, je me suis occupé des questions de protection sociale. J'ai commencé en 1992, au sein à l'époque du CNPF, j'ai été... L'ancien MEDEF. Ancien MEDEF, ou prédécesseur du MEDEF. J'étais président de tout le côté social du secteur textile et président du textile. J'ai été vice-président de la sécurité sociale, administrateur de la Caisse nationale d'assurance. Et c'est comme ça qu'est né ce goût du paritarisme? Et ces négociations, j'ai négocié des nuits entières, des dizaines de nuits avec les partenaires sociaux. Et ça vous plaît encore, ça, ce rapport de force entre partenaires? Non, c'est sûrement pas un rapport de force, c'est un rapport de compréhension, un rapport de discussion. Dans une négociation, il y a des moments de tension, bien évidemment, mais la négociation doit aboutir à un moment de rapprochement. Et j'ai, par exemple, été un des acteurs de la réforme de la retraite en 2003, où j'ai négocié avec le gouvernement et avec les partenaires sociaux. Donc je connaissais très bien la protection sociale, à un moment où Médéric, à l'époque, c'était avant la fusion avec Malakoff, a décidé de recruter un nouveau délégué général. Et vous avez levé la main en disant « moi, ça m'intéresse ». Et après, dans toute une procédure d'appel d'offres, vraiment d'appel d'offres. C'est le cabinet de recrutement, audition, avec une vingtaine de personnes, vote d'une dizaine de conseils d'administration qui m'ont fait l'honneur de me choisir à l'unanimité. Je suis devenu, le 1er septembre 2006, le délégué général du groupe Médéric. Si on monte un peu plus loin dans votre CV, on trouve une grosse ligne qui est consacrée à la vie de chef d'entreprise, les tissages de Picardie, une grosse PME en Picardie, comme son nom l'indique. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce passage? J'ai passé 27 ans à la tête de cette entreprise qui a beaucoup évolué pendant tout ce temps-là. D'abord, j'étais salarié, puis j'ai été amené à vendre ma maison, mon domicile, pour acheter l'entreprise, m'endetter. L'aventure des entrepreneurs. L'aventure vraiment des entrepreneurs. Et donc, c'est une aventure d'émotion, de création, de lien avec l'usine, avec les ouvriers dans l'usine. C'est une véritable aventure humaine. Et qui malheureusement s'est mal terminée. J'imagine qu'on refait le match dans sa tête. On se dit peut-être j'aurais dû faire d'autres choses, d'autres choix. Oui, j'ai été amené à céder l'entreprise dans un plan de continuation. Moi, je ne regrette rien. Quand je suis arrivé en 1979, il y avait 1 million de salariés dans le textile en France. Je suis parti en 2005. 26 ans après, il y en avait 50 000. Et moi, j'avais toujours en France les 150 emplois que j'avais essentiellement créés. Je n'ai pas délocalisé un seul des emplois de l'entreprise. J'ai fait 3 augmentations de capital, j'ai investi. Donc j'ai fait, me semble-t-il, tout ce que je pouvais. Maintenant, voilà, après, nous n'avions pas assez de capitaux propres. Je n'étais pas assez riche, si j'ose dire,
pour assurer la continuité de l'entreprise dans un environnement qui n'était plus possible. Et d'ailleurs, malheureusement, l'ensemble de mes collègues et de mes amis du textile dans ce métier-là n'existe plus aujourd'hui. Encore une question encore plus personnelle, la place du handicap. Hein, vous avez souhaité promouvoir le soutien aux handicapés dans votre société. Pourquoi ? C'est les accidents de la vie, si j'ose dire. Il y a de ça, en 2005, au moment où l'entreprise avait des difficultés, j'ai eu un grave accident qui a passé tout près d'une issue, sinon fatale, du moins, qui m'a laissé passer tout près du handicap, et d'un handicap extrêmement sévère. Et ça m'a tout à fait sensibilisé. J'ai découvert ce qu'était à ce moment-là le handicap. J'ai été soigné dans un hôpital où il y avait des gens qui étaient amputés de manière extrêmement grave, et ça m'a ouvert les yeux. J'ai compris ce que c'était. Et vous avez dit, il ne faut pas que je reste inactif. Et arrivant ici, avec les moyens d'aider et de faire connaître le handicap, nous avons mis en place une politique extrêmement forte avec mes collaborateurs. Pour vous donner un ou deux exemples, nous avons plus de 6% de handicapés qui travaillent dans notre groupe. C'est tout à fait exceptionnel. Même si c'est la loi, très peu d'entreprises aujourd'hui en France respectent la loi de cette manière, puisque les autres payent des espèces de pénalités. Et nous sommes un partenaire très très actif de la Fédération française du handisport, car les handicapés se sortent, renaissent de leur handicap à travers le sport. Et nous allons d'ailleurs développer des actions très fortes au niveau des Jeux paralympiques. Dernière question, vous voyez encore longtemps à la tête de ce groupe? Ce sera aux administrateurs de décider combien de temps je dois rester. Je vous l'ai dit, je suis salarié, mais moi je suis prêt jusqu'à ma retraite, et ma retraite, ce sera le plus tard possible. Vous êtes bien ici? Je suis très bien ici. Merci Guillaume Sarkozy, Merci à bientôt. Merci.